Une production des studios Bass. La capsule historique est une présentation du Bière et Saveurs de Chambly, le plus grand festival brassicole au Québec. Visitez-nous du 4 au 7 septembre 2026 ou encore visitez notre site web au bièreetsaveurs.com. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé décomposé. Dans notre épisode sur le divertissement, on avait relaté que les chansons préférées de nos colons, c'était les chansons à boire. Et qui dit chansons à boire, dit donc alcool. C'est donc entouré de bonnes bières de microbrasserie québécoises qu'on reçoit aujourd'hui Sylvain Bouchard, sommelier en bière, cicérone et personnalité influente du milieu brassicole. Bonjour Sylvain. Bonjour messieurs. D'abord, je viens d'apprendre un nouveau mot grâce à toi, le mot cicérone. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Parce que je suis pas mal sûr que je suis pas le seul qui sait pas c'est quoi. Eh bien, effectivement, cicérone, c'est un terme français qui désigne un guide. OK. Par contre, la façon dont on l'utilise dans le milieu de la bière, ça vient des États-Unis. Un cicérone. D'ailleurs, si vous faites une recherche, vous allez voir la Guilde des Cicérones de Québec vous réfère à l'Association des guides touristiques costumés de la Ville de Québec. OK. Donc, ils se disent être des cicérones. Et il faut remonter peut-être une vingtaine d'années. Il y a un monsieur aux États-Unis qui s'est dit, tabarouette, il y a de plus en plus de spécialistes de la bière qui se prétendent être des sommeliers en bière. Par contre, il n'y a rien qui nous permet de valider leur connaissance. T'es le meilleur du village, t'es un sommelier. Oui. Là, il dit, comme l'industrie veut aller un peu plus loin, il y a des gars qui ont des bars à bière puis qui veulent engager quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. Il a mis en place un protocole qui, dans le fait, c'est un examen. Si tu passes à travers les questions, il va certifier que tu sais de quoi tu parles. Donc, un cicérone aujourd'hui, c'est un sommelier qui a une certification qui s'appelle cicérone. Wow, OK, très intéressant. Donc, vraiment, Martin, on n'a pas affaire à n'importe qui aujourd'hui. Juste une parenthèse, au Québec, je crois qu'à ce jour, même si ça fait presque une vingtaine d'années que la certification existe, d'après moi, au Québec, on est 5 cicérones. J'ai été le deuxième. Ah ben ouais, très impressionnant. Oui, on a un invité d'expérience de marque. Mais la bière est quand même assez vieille. Je me rappelle d'avoir lu quelque part qu'il y a des traces ou des écrits qui démontraient qu'il y avait de la bière, même à la période de l'Égypte ancienne, des trucs comme ça. Est-ce qu'on a une idée claire de où et quand a été inventée la bière? Puis est-ce que c'était populaire ou c'était juste une mauvaise idée ou de l'eau avec des céréales qui a fermenté? Puis bon, il y a eu de la bière, mais c'était pas nécessairement réutilisé. C'était-tu populaire il y a si longtemps que ça, la bière? Bon, on part pour combien de temps, là? Non, mais... Dans les faits, mettons, trêve de plaisanterie. Quand j'ai commencé à parler de bière, à faire des conférences de bière il y a plus de 25 ans, je disais la bière il y a 8000 ans. Puis 18-20 ans, je disais la bière il y a 10 000 ans. Puis depuis une couple d'années, je dis la bière il y a 12 000 ans. Au fur et à mesure où l'archéologie avance et on fait des nouvelles découvertes, on se rend compte que la bière recule dans le temps, son apparition. La bière est le plus vieux breuvage consommé par l'homme. Qui dit breuvage, dit pas jus, lait, eau. Dit une transformation de quelque chose. Avant le vin, avant le café, avant le thé, avant le cidre, il y avait de la bière. Pourquoi? Parce que la bière, elle est faite, là, tu parlais d'Égypte, là, on est avant la Mésopotamie. Donc, pourquoi? Parce que la bière est faite à base de céréales. Aussitôt qu'on s'installe, qu'on n'est pas des nomades, on prend possession du territoire, on doit produire du grain parce qu'avec le grain, on nourrit famille et on nourrit bétail et whatever. Fait qu'on va produire de la céréale, il faut bien l'entreposer à quelque part. Et la bière n'a pas été inventée. La bière est apparue. Pourquoi? Parce qu'on mettait, exemple, dans des pots en grès ou des poches d'estomac de vache, je ne sais pas, du grain qui était prêt à être consommé dans 6 mois ou 1 an.
Ben, pour une raison quelconque, il suffisait qu'un peu d'eau rentre là-dedans ou à l'intérieur d'une grotte. On mettait le grain dans le fin fond de la grotte pour pas que les animaux aillent manger la céréale. Ben, le long de la paroi, il y avait de l'eau. Quand l'eau touche à la céréale, il y a une germination, eh bien, ça devient du malt. Et puis, ben, laisse ton malt dans l'eau, ça fait quoi? Ben, ça va se mettre à fermenter parce qu'il y a des bactéries ambiantes, ne serait-ce que tes mains qui ont touché à la céréale. C'était de la bière. Puis là, à cette époque-là, ben, tu vas pas au Costco pour t'en acheter parce que ta céréale est plus bonne, hein? Tu reviens après 3 mois puis tu trouves une céréale germée qui est sous forme d'un pain quelconque, ben tu vas le goûter. Puis là, tu vas dire, ah, mon Dieu, ça a un petit goût surette. Ah, tiens, godon, ça a changé d'état, mais c'est tout à fait bon. Ah, puis finalement, je me porte pas plus mal puis je tombe pas malade. C'est comme ça que la bière est arrivée. C'est un aliment de subsistance qui était une autre façon de consommer le grain. D'ailleurs, on est de plus en plus certain que la bière est arrivée avant le pain. De toute façon, qu'est-ce que la bière? C'est de l'eau, de la céréale et de levure. Ouais. Oui, Qu'est-ce que le pain? c'est exactement la même chose. Ouais. Donc, la bière est un pain liquide ou, si vous préférez, le pain est une bière solide. Mais dans les deux cas, c'est un aliment de subsistance qui remonte à quoi? Fondation de l'humain à titre en civilisation. Là, Sylvain, tu viens de donner une excuse à des gens de boire une bière beaucoup trop tôt le matin en disant que c'est du pain. Moi, je me dédouane de tout ça. On en a connu qui s'en dévissaient une pour déjeuner. Moi, bon. je suis pas comme ça. Bon, il y a même une rumeur qui dit que le lendemain d'une soirée trop arrosée, À ce qui paraît. se reprendre une petite bière en se levant, c'est la meilleure chose de se remettre sur le piton. Permets-moi d'en douter. Je préfère encore le pain. Tu parlais des Égyptiens. Les Égyptiens, quand les pharaons décédaient, on les mettait dans leur sarcophage, dans les pyramides. On a retrouvé, et on retrouve encore, quand on retrouve des momies de grands personnages ou de pharaons à côté de je ne sais pas si ça s'appelle une stèle ou je ne sais pas quoi, la pierre sur laquelle repose le sarcophage, il y a des pots de grains. Et à l'époque, on aromatise la bière. Dans le fait, les pots de grains, là où je m'en vais, c'est pour dire que c'était de la bière. Et on doit aromatiser la bière parce qu'elle est plutôt infecte, parce qu'on ne comprend pas la microbiologie. Donc, la bière était toujours acidulée puis elle goûtait le vinaigre, ou presque. Donc, qu'est-ce que tu fais pour cacher le goût surette d'une bière? Ben, tu fais comme les gosses d'aujourd'hui. Tu mets des fruits puis des épices là-dedans. Donc, on mettait dans la bière en Égypte du safran, des dattes et du miel. Donc, c'est exactement ce qu'on retrouve à côté du pharaon. Et la porte d'à côté, c'était son brasseur. Ah ouais, hein? Il gardait pas loin. Le brasseur était sacrifié pour s'assurer que le pharaon, là où il sera, était pour avoir la meilleure bière et on mettait avec lui ses ingrédients et son brasseur. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'on dit qui étaient les esclaves n'étaient pas vraiment des esclaves, c'était plutôt les meilleurs ouvriers du pays qui fabriquaient les pyramides. Ils étaient payés en pots de bière. On partait quotidiennement avec notre portion de bière dans une amphore qu'on amenait à la maison et on nourrissait femmes et enfants quotidiennement avec la bière qui était faite à base de céréales, qui était une façon intéressante de consommer du grain qui n'était pas du pain. Donc, la bière a toujours été au cœur de toutes les civilisations, sous différentes formes. Dans à peu près tous les pays du monde qui ne sont pas musulmans, ben, à table, on boit de la bière. Qu'est-ce qui est donc bon avec de la bouffe japonaise? C'est du saké. Ben, c'est de la bière. C'est fait avec du riz, c'est pas du vin. Le riz, c'est une céréale. Donc, la bière est au cœur de l'humain depuis que... de la table avec l'humain depuis que l'humain est là. Très intéressant. Donc, avec toi, Sylvain, aujourd'hui, on voulait un peu comprendre d'où vient l'intérêt pour la bière au Québec, parce qu'on sait que de nos jours, du moins, les microbrasseries pullulent au Québec et c'est parfait. On fait de l'excellente bière de microbrasserie aujourd'hui, mais on voulait un peu savoir depuis le début comment ça se passe. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer? J'imagine que la bière arrive au Québec, puis de l'alcool, c'est enivrant, on est donc heureux et que ça fonctionne du feu de Dieu dès le début, la bière? Non. Oh! Effectivement, pour tout Français qui débarque au Québec à titre de touriste en 2025, il constate rapidement que la bière est au sein de notre culture. La bière, elle fait partie de nous, on en consomme beaucoup. Partout en région, les microbrasseries sont devenues les nouveaux perrons d'église. C'est là où les jeunes et les vieux se rencontrent, alors qu'il y a des restos de jeunes, il y a des restos de vieux, il y a des bars de jeunes, il y a des bars de vieux. À la micro, il y a toutes les catégories d'âge. C'est tellement vrai, ça. C'est assez impressionnant de voir comment en 35 ans, les micros ont vraiment pris de l'espace dans notre culture, mais c'est pas parce qu'on est français.
OK. D'ailleurs, si c'était le cas, les Français ne seraient pas surpris qu'on prenne tant de bière que ça. Effectivement. Donc, c'est vraiment une évolution et surtout, le Québécois n'est pas que francophone. Le Québécois, oui, il parle la langue des Français, mais il mange des déjeuners anglais. Hein? Oui. On est anglais de par notre consommation de bière et c'est vraiment avec l'arrivée des Britanniques, à partir de 1760, que la consommation de bière va devenir quelque chose de beaucoup plus importante pour le Canadien français à l'époque, qui est devenu le Québécois. Mais commençons par la base. Quand à l'époque où les premiers colons sont arrivés en Amérique, la bière était connue en Europe, il y en avait. Est-ce qu'ils ont amené de la bière jusqu'ici? Est-ce que c'était quelque chose de courant que de transporter de la bière ou non, pas du tout? C'est intéressant. D'ailleurs, les Vikings, on est en Europe. Ouais. On est même avant l'arrivée des premiers colons reconnus comme être les premiers jusqu'à il y a pas longtemps. Les Vikings, sur leur dracard, sur leur bateau, ils avaient des tonneaux de bière et ils avaient leur kit de brassage. Parce que où que ce soit qu'ils arrêtaient, ils trouvaient de l'eau fraîche et ils se refaisaient des batchs de bière pour pouvoir la consommer en mer. Ça, c'est brillant, ça. Puisque alcoolisée, elle se conservait mieux alors que l'eau devenait corrompue assez rapidement. Donc, les Européens qui traversent, ils ont l'habitude de boire de la bière. Et quand les premiers colons vont arriver espagnols, pas de bière. Après ça, c'est les Anglais avec Jean Cabot. Après ça, c'est les Portugais. Il n'y a pas de bière pour vrai. Ils n'en importent pas avec eux. Puis quand ils arrivent ici, c'est souvent pas pour boire ce type de produit-là. Quand les Français arrivent, il n'y a pas de consommation de bière non plus. La consommation de bière en Nouvelle-France et la production de bière, elle est très marginale. Pendant toute l'époque de la Nouvelle-France. Il y en a, mais on boit d'autres choses. Et donc, ça s'est fait avec la... Par contre, ce qui est réputé être la première brasserie d'Amérique, pas quelqu'un qui se fait de la bière chez eux, mais qui fait vraiment une installation pour en faire le commerce, eh bien, c'est en Nouvelle-France. Ah oui. C'est Jean Talon, qui est l'intendant, qui va être le premier à mettre sur place, à mettre en place une installation qui va permettre de brasser de la bière, beaucoup de bière, énormément de bière. Énormément dans ces années-là, c'est... As-tu une idée, on parle de combien? Là? Bon, on parle de 4000 tonneaux d'époque ou de 800 000 litres. Wow! 800 000 litres. 800 000 litres. C'est une quantité phénoménale. Là. Il y a des microbrasseries aujourd'hui qui ne font pas ça. Là. 800 000 litres, là, on est dans les 8000 hectolitres. C'est une grosse microbrasserie aujourd'hui. Ça n'aura pas marché. Dans le fait, ce qui lui a permis d'aller chercher du financement pour pouvoir monter sa brasserie, c'est que son plan d'affaires visait à avoir toute cette quantité-là, à peu près la moitié pour le local, puis 50% était supposé être dédié à être à l'exportation pour les Antilles. Parce que la bière, dans les Antilles, il y a des Anglais, il y a des Français, il fait trop chaud, il n'y a pas de céréales. Pour faire de la bière, on a besoin de céréales. Ici, on a le bon climat pour ça. Donc, son idée, c'est de dire... On n'est pas supposé, à titre de colonie, de développer notre économie. On est plutôt supposé de prendre nos matières premières, les envoyer l'autre bord et ramener le produit transformé. Lui, il l'a un petit peu bifurqué et il a réussi à avoir l'approbation du roi et des autorités en place pour avoir le financement puis faire sa brasserie. Mais il n'atteindra jamais les chiffres qu'il avait en tête pour différentes raisons. Puis on parle de Jean Talon, donc on est à la milieu-fin des années 1600, là, donc on est quand même assez tôt dans la colonie, puis c'est une des premières idées qu'on a, c'est d'implanter une microbrasserie. Hein? Ça parle de nous, ça. Ça parle de... Ce qui est sûr, ce qui parle de nous, c'est notre goût pour la boisson. Oui. Et c'était pas nécessairement la bière. Et c'est pour ça que Talon a eu l'idée de mettre en place une brasserie. L'hiver, au Québec, il fait fret. Il n'y a pas grand-chose à faire. Fait qu'on est à l'intérieur. On n'est pas dans le bois, on n'est pas dans le champ. Donc, pendant des longues périodes de l'année, on est à l'intérieur et... à part que de fumer le pétain, on va prendre un petit peu d'alcool. Et l'alcool qu'on va consommer, elle est principalement importée. Donc, on va boire du vin et on va boire de l'eau de vie. Par décret, le roi autorisait annuellement 12 000 tonneaux, 1200 tonneaux qui pouvaient traverser. OK. Répartis 1 tiers, 2 tiers. Donc, il y avait 800 tonneaux de vin et 400 tonneaux d'eau de vie. L'eau de vie, à l'époque, est probablement du 60-70 %. Ouf! Et c'est ça que les colons, qui n'étaient pas des colons, mais les gens qui habitaient ici consommaient.
On est dépendant de ce qui arrive de l'autre côté et ça coûte très cher. Et donc, l'idée de Talon, c'est de dire, comme on veut consommer, ben, on pourrait peut-être être moins dépendant et consommer notre produit local. Qui plus est, un des problèmes importants, bon, le vin, ça va, mais 400 tonneaux d'eau de vie, tu tombes chaud d'ail solide. Je sais pas. Et là, ben, tu tombes plus dans l'alcoolisme et l'ivrognerie, là, parce que la bière, elle t'enivre doucement. La bière, tu vois ton taux d'ivresse, ton ivresse monter tranquillement. Oui, c'est ça. Et elle est souvent au même rythme que les gens avec qui tu consommes. Puis la bière, à l'époque, elle est souvent très faible en alcool. Donc, on a le temps de sociabiliser, puis on en prend beaucoup. Puis au pire, qu'est-ce qui fait quand tu as trop bu? Tu tombes endormi. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas le cas des spiritueux. Les spiritueux, tout le monde ne monte pas à la même vitesse. Tu tombes chaud rapidement, puis tu es agressif. Puis tu dis des niaiseries, puis tu tombes tannant que le monde veut se battre. Donc, il y avait un état souvent là où on consommait l'alcool en Nouvelle-France où c'était pas toujours agréable. Donc, pour éviter la trop grande consommation d'alcool fort qui venait de l'autre bord, ben son idée était de dire je vais mettre en place une brasserie. L'autre truc qu'il avait en tête, c'est il veut coloniser. Ben, le colon, il va produire des choses sur sa terre. Eh bien, on va les encourager à produire de la céréale. Défricher, cultiver ce que vous avez besoin, puis en plus, vous allez pouvoir avoir une parcelle de votre terre qui sera pour des céréales, de l'orge, qu'on achètera à la brasserie et puis qui va vous permettre d'avoir des sous. Et puis, by the way, vous pourrez aussi avoir des houblons. Puis, on va vous acheter du houblon. Et donc, il va vouloir stimuler la production agricole de céréales et de houblon qui venait répondre à plusieurs de ses besoins, stimuler son économie interne, aider les colons, diminuer la consommation d'alcool fort importé de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'il va mettre en place sa brasserie. Ça prenait de l'équipement. Déjà, le roi avait autorisé en 1660, un petit peu avant au début des années 1660, d'envoyer par bateau 2 cuves pour l'ébullition de la bière. Elles étaient à Québec et elles servaient à rien. Et en 1666, Talon, qui arrive en 1663, ça? 1665. 1665. Talon arrive sur le bateau escorté par le régiment Carignan-Salière, qui, dans une vie précédente, j'ai bien appris, alors que j'étais chez Unibrou, qui étaient les soldats du régiment Carignan-Salière, sur la Noire de Chambly, d'ailleurs. C'est eux qui vont être sur le bateau en même temps que Talon. Donc, quand il arrive en 1663, il voit comment ça fonctionne. En 1666, il a déjà l'idée de sa brasserie. Il a besoin d'équipement. Il apprend qu'il y a des cuves à quelque part. En 66, il fait la demande pour les avoir. Le Monseigneur de Laval, il dit « J'ai pas de problème avec ça ». Et non, pas Laval, Colbert. Colbert va dire « OK, ça va, oui, pas de problème, tu peux les prendre ». Il élabore son plan. 1668, Talon va acheter d'une veuve. La veuve, je pense que c'était Couillard, va acheter une parcelle de terrain et il va dire « C'est ici que je vais bâtir cette brasserie », mais qui est d'une dimension incroyable. Même en Europe, il n'y a pas de grandes brasseries comme ça. Il y en a, mais très, très peu. En tout cas, du côté de la France, il n'y en a à peu près pas. Et avec son plan d'en faire beaucoup. Géographiquement, on est où, là? Ah, intéressant. On est à ce qui est aujourd'hui à Québec, en bas de la côte à Potasse, l'îlot du Palais. Okay. Qui est encore là aujourd'hui, qui est devenu un développement immobilier. À l'époque, on est vraiment sur le bord de la rivière Saint-Charles. Et lui va s'établir là et va avoir en tête de bâtir sa brasserie. 1668, ça va prendre 2 ans avant qu'il puisse vraiment commencer à commercialiser. Et c'est en 1670 qu'il va se mettre à brasser de la bière pour vrai. Quand est-ce qu'il a quitté la Nouvelle-France? En 1672. Oui, c'est ça. C'était pas très long après. Eh bien non. Et en 1675, la brasserie est fermée. La brasserie ne lui a pas survécu. C'était son idée, c'était son plan. Il n'est pas brasseur lui-même. C'est avec ses alliances politiques, c'était vraiment son travail de réussir à faire ça. Et en 1675, la brasserie va fermer, va être transformée en d'autres choses. Il y a donc un intérêt pour les premiers colons de consommer la bière, mais pas tant de la produire à ce moment-là. Pour l'instant, on aime plus le résultat que la production. C'est quoi? Ils n'en consomment pas tant que ça. OK, en plus. Et c'est pour ça que ça a fermé sa brasserie. Les colons français buvaient pas ben de bière. Dans les faits, tu as en 1664, Pierre Boucher, sur la Rive-Sud, que vous connaissez bien. Pierre Boucher écrit en 1664...
Il se boit du vin dans les meilleures maisons. Dans certaines autres, il se boit de la bière. Oh mon Dieu! On sent déjà le. Ouais, Ah. c'est snobinard un Eh peu. bien, hein? peine. voilà. Donc, l'élite boit du vin. Elle a l'argent pour se le payer. Elle a accès aux produits. L'eau de vie, ça va de soi. Puis, ils sont français. C'est pas des colons, c'est de la haute. Le paysan, les quelques-uns qu'il y a à l'époque, ben, ont beaucoup moins d'argent et, OK, ce qu'on va faire, ben, on va essayer de prendre un produit local. Oui, c'est ça. Le vin, il n'était pas produit ici. Là. Il Non, était, en il plus, était c'était 100% que de il était importé. l'importation. Alors que la bière, il faut la produire Ben, ici. Merci. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Pourquoi Talon décide de partir une brasserie alors qu'il veut se débarrasser de ce qui vient de l'autre bord? Il aurait bien pu faire du vin, mais il s'est rapidement rendu compte que le vin, c'était pas possible. On n'avait pas le climat pour avoir de la vigne. Il y avait de la vigne ici, mais ce n'était pas des raisins qui nous permettaient de faire une vraie production viticole. Donc, c'est pour ça qu'ils disent, on a le climat pour le grain, on a le climat pour le houblon, là, c'est pour la bière. Par contre, qu'est-ce que tous les habitants buvaient? Le bouillon. OK. Qui Le J'ai bouillon? entendu parler du bouillon? Non, parce Non, que comprends là, pas. Ça, c'était dans toutes les maisons, pas chez les prolétaires. Le bouillon était essentiellement quelque chose qui venait de Picardie ou de Haute-Normandie. Deux des régions qui ont été... Ouais, il y a beaucoup de colons qui il y a venaient de beaucoup là. de colons qui venaient de là. Donc, ils ont amené quelque chose qu'ils faisaient chez eux. Essentiellement, c'est quoi le bouillon? Et puis, quand on dit partout, là, ce que Pierre Boucher disait, c'était ils boivent de la bière et le bouillon et les pauvres prennent de l'eau qui est fort bonne dans ce pays. Parce qu'on sait à l'époque qu'en Europe, l'eau n'est pas très bonne à boire, alors qu'ici, elle n'est pas polluée. Alors, qu'est-ce que le bouillon? Bien, le bouillon, c'est essentiellement une boule de pain cru, une boule de pâte à pain qui contient déjà sa levure, qui a à peu près la grosseur d'un œuf et qu'on mettait dans l'eau. Et elle se mettait à fermenter avec la levure. Il n'y avait à peu près pas de sucre, c'était très faible, ça faisait un peu de gaz, c'était hyper désaltérant et c'est ça qu'on buvait. C'est un peu comme en prison, là, la baboche. ou je sais Oui, pas On quoi, est là. exactement Ouais, à la c'est- même place. On est exactement à la même place. Il n'y avait pas de danger de devenir aveugle ou Oui. stérile là, à boire ça, ce genre Non, d'affaires. pas du tout. Non? Mais, parce qu'il y a un mais, Oui, il y a sûrement un bien mais. sûr qu'il y a un mais. le Canadien a rapidement compris que ce qu'il pouvait faire, c'est combiner deux choses. Le bouillon avec ce qui a sauvé Jacques Cartier lors de son deuxième voyage, 1535-1536. Quand il arrive en 1535, il vient pour quelques mois, et puis il remonte le Saint-Laurent, puis il se rend jusqu'à Hochelaga, qui est Montréal, puis finalement, c'est plus long qu'il pensait. Il revient à Québec, le temps de préparer le bateau. En novembre, il se fait prendre à l'embouchure de la rivière Saint-Charles. Son bateau est pogné dans la glace. Au Simonac, lui et son équipage sont pognés pour passer l'hiver à Québec au complet. Dans les faits, ils sont à Stadacone. Et là, il fait OK. Eh bien, là, ils ne sont pas équipés. Ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de vivres. Il manque de vitamines de façon sérieuse. Et il y a une partie importante, je n'ai pas les chiffres, mais de son équipage qui va mourir du scorbut. C'est là qu'on va avoir besoin des Premières Nations, je présume, et du grand chef iroquoien Stadacone. Ils vont aller à sa rencontre et ils vont lui faire boire un liquide concocté à base de écorce et aiguille d'un arbre qu'ils appellent L'épinette. l'Anda. Ah, OK. Aneda. A-N-N-E-D-A. On Ce a n'est pas eu- l'épinette. On a eu la même pensée quand même, Martin. Dans le fait, c'est pas l'épinette. Après avoir fait des recherches, les scientifiques ou les historiens croient que c'était le thuya blanc ou le sapin baumier, mais on pense que c'est un peu plus le thuya. Et donc, les aiguilles, l'écorce, il faisait bouillir ça, il faisait boire, et Cartier a été hyper élogieux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a appelé l'Anda, l'arbre de vie, parce qu'en 6 jours, les gens qui étaient atteints de scorbut guérissaient et reprenaient vie. Donc, le nom Anda en iroquois, qui est devenu arbre de vie, vient de ça. Donc, c'était quoi? Ben, c'était un conifère macéré dans l'eau avec des écorces. Ah ben, je vois le vert. On va mettre les deux ensemble. On va se faire un bouillon qui va nous fermenter quelque chose, combiné avec ce que vous avez nommé. C'est devenu l'épinette et est arrivé la bière d'épinette. Eh bien, c'est ça. Donc, c'est le bouillon qui a été combiné avec la fameuse infusion. Donc, c'était pour les pauvres ou les habitants qui n'étaient pas très riches à l'époque ou ceux qui ne l'étaient pas encore. Bien, c'était hyper bon pour la santé puisque plein de vitamines, facilement accessible. Tu n'as pas besoin d'avoir d'argent. Puis, ben voilà. Et donc,
quand Boucher disait il y avait de la bière partout, c'était surtout, dans certaines maisons, c'était surtout de la bière d'épinette. Peu d'alcool. Ah ben là, c'est pas bien grave. On va rajouter un petit peu d'eau de vie là-dedans. Et donc, on va fortifier notre bière d'épinette qui nous coûte que dalle ou pas grand-chose avec un peu d'eau de vie. Et quand les Anglais vont arriver avec de la mélasse, ou même les Français avec de la mélasse qui venait des Antilles. Donc, si on ajoutait de la mélasse, on venait d'augmenter le taux de sucre. Et là, on avait une bière d'épinette qui n'était pas à 0,1, 0,2 ou 1 ou 2 % d'alcool. On trouvait avec une bière d'épinette qui avait 3, 4 % d'alcool. Et voilà ce qui était la bière qui était consommée. Et c'est ça qui fait que Talon n'a pas été capable de vendre toute la bière qu'il pensait. Sa bière était trop chère. Et d'ailleurs, pas l'intendant, mais un des ministres de l'époque avait dit la bière qui est produite là, elle est fort bonne, mais on a juste hâte qu'il soit capable d'en produire plus pour que le prix baisse parce qu'elle est trop chère. Et donc, comme les gens qui n'avaient pas d'argent se la faisaient eux-mêmes, puis que les snobs, ils buvaient du vin, il n'y a personne qui buvait la bière. Et la bière était disponible seulement à Québec. Donc, là, tu avais à Québec, tu buvais la bière dans les cabarets, tu buvais la bière dans les auberges, et c'était des tonneaux. Il n'y a pas de distribution. Donc, aussitôt que tu n'es pas dans la ville de Québec, aussitôt que tu es à l'extérieur, tu n'as pas accès à la bière qui était produite. Et puis, non, il n'y en a pas vendu. C'était une de mes questions. C'est-à-dire que la bière qui était fabriquée à ce moment-là, elle fermentait. Donc, oui, il pouvait y avoir un dégagement de gaz carbonique, mais on ne rajoutait pas, évidemment, forcément du gaz carbonique à l'époque. Donc, c'était passablement flat. Là, passablement flat. Tout à fait. Puis on n'embouteillait pas. C'était dans des tonneaux. On fermait les tonneaux. Exactement. Ça devait pas être... Comme la cervoise à l'époque des Gaulois. C'est essentiellement ça. Donc, c'est la fermentation. Pas si longtemps que ça non plus. Hein? Non. On est à 350 ans en arrière. Là. Ouais. Mm-hmm. Donc, il faut que ça soit consommé rapidement. Donc, j'imagine que ça aide aussi à cette popularité-là de... Tant qu'à en produire, faut la boire. Puis à force d'en boire, on aime ça, on en veut plus. Donc, il devait quand même avoir un très gros roulement, là, j'imagine. Il y a autre chose aussi qui aidait pas Talon dans sa vente de bière, c'est qu'il y avait possibilité d'avoir d'autres choses. On parle de Normandie, on parle de Bretagne, on parle de cidre. Donc, rapidement, il y a eu des pommes. Et les pommes, c'est pas mal moins compliqué. Bon, ça prend 7 ans avant d'avoir un pommier qui fait de la pomme, là, mais... Rapidement, les colons avaient accès à d'autres sources pour se fabriquer des trucs alcoolisés qui fait que finalement, la bière n'était pas là. Donc, c'est à quel moment que la bière va redevenir populaire, va avoir un peu ses lettres de noblesse? Parce que je pense pas me tromper en disant que c'est somme toute récent, la bière. Donc, faut que ça revienne à mener à quelque part dans l'histoire. Si je vous fais une échelle de temps, Cartier arrive, il n'y a pas de bière. Champlain arrive, il n'y a pas de bière. On importe un peu de cidre. On importe principalement de l'eau de vie et du vin. 1620, on a vu dans les livres ou dans les registres que les Récollets à Québec, au couvent Notre-Dame, fabriquaient de la bière. Très petite production. C'est pas une brasserie. On fait un peu de bière. C'est très artisanal. Besoin local. Besoin local pour les employés du couvent et pour soigner les gens qui sont malades et ainsi de suite. Après ça, on sait que le premier colon avéré du Québec, c'est Louis Hébert. Donc, Louis Hébert était apothicaire. Et on sait qu'avec son kit, il faisait un peu de bière pour ses besoins personnels. Là, 2 transfusions. On est en 1627. Et il s'était planté un peu de houblon. Il y avait du houblon local, il y avait du houblon sauvage, mais qui n'était pas assez goûteux. Fait qu'il y avait accès à d'autres types de houblon. D'ailleurs, Talon va importer du houblon qu'il trouvait beaucoup plus intéressant que le houblon. Soif, là. Je vais m'en ouvrir une autre parce que vous me donnez soif. C'est-tu là que j'arrête de parler? Non, pas du tout. Donc, 1620, les Récollets. 1627, on est avec Louis Hébert. Montréal est fondé en mai 42. Mais 1642. Eh bien, quand de Maisonneuve arrive à Montréal, il est avec un contingent. Ils sont quelques personnes qui viennent. Et parmi eux, il y a un dénommé Louis Prudhomme. Prudhomme est réputé être le premier brasseur au Canada. C'était son métier. Il arrive de France et il est un brasseur. Il n'y aura pas de brasserie, mais il va faire de la bière dès le départ de la ville de Montréal. Bon. C'est ça. Fait que ça remonte vraiment au tout début qu'on a accès, mais c'est pas des grandes consommations. Il en fait, mais il n'y a pas sa propre brasserie.
Talon arrive en 1666 avec son dé, 1668 il brassit, 1670 il commence à en faire, 1675 c'est fini. Et donc, il y aura eu, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais dans toute l'époque de la Nouvelle-France, moins de 20 brasseurs. On est entre 15-17 brasseurs qui auront fait toute la bière qui aura été consommée ici. Wow, donc, OK. et sans vraiment avoir de brasserie. En plus, ouais. Alors, il faut vraiment attendre l'arrivée des Britanniques pour voir arriver la Est-ce bière. qu'on doit donc la bière aux Anglais? Eh oui, eh oui. J'aimerais juste que tu me racontes un fait intéressant que peut-être beaucoup d'auditeurs ne savent pas. C'est que là où Talon avait sa brasserie, oui. Donc tu l'as très bien situé géographiquement. Ma question n'était pas désintéressée. Là. Je savais exactement où je m'en allais avec ça. Il y a quelques années, il y a des gens qui se sont dit, ben de la bière, ça prend de la levure. De la levure, c'est vivant. Ça s'imprègne un peu partout. Est-il possible qu'il reste des vestiges dans les vestiges de où était la brasserie de Talon, des vestiges de cette levure-là? Pourrait-on la retrouver et recréer de la bière à partir des levures originales? Puis je te laisse raconter l'histoire. Comme je ne suis pas capable de faire quelque chose de façon concise et rapide, mettons que Talon, en 1672, il quitte, 1675, la brasserie ferme. C'est un superbe, c'est un édifice de toute beauté. Cet édifice-là va être transformé en palais. Et on va l'appeler le palais de l'intendant. Et ça va donner la résidence des intendants qui vont succéder à Talon. En 1713, ça va brûler. L'année d'après, on va le rebâtir à quelques pâtés de maison de où était le premier. Et il y aura un deuxième palais. Finalement, les Britanniques vont arriver, le palais ne sera plus un palais, et il faut attendre l'arrivée des Britanniques pour qu'un dénommé M. Boswell, un brasseur irlandais qui a appris à brasser en Écosse, arrive à Québec et décide d'acheter ce qui était le nouveau palais et à faire de la bière. Et la brasserie Boswell, les plus vieux vont se rappeler, il y avait des publicités à la télé jusque dans les années 60 de la bière Boswell. Wow. Et Boswell va être racheté, va devenir la brasserie Dow, la fameuse brasserie Dow qui a eu une bière qui aurait tué des gens et ainsi de suite. Vous m'inviterez, c'est un autre 3 heures d'histoire. Et donc, pourquoi je parle de ça? Je fais un lien avec ce que tu me disais. La brasserie Dow, qui était anciennement Boswell, avait accès aux premières voûtes du palais. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la brasserie de Talon s'appelait la brasserie du Roi, R-O-Y. Donc, la brasserie du Roi ferme, le lieu va passer au feu, mais les voûtes qui sont sous le sol sont restées là. Et Boswell avait accès à cet espace-là et ils vont entreposer des tonneaux de bière, entre autres dans les voûtes de l'intendant Talon. Pour revenir à ton histoire, au début des années 80, de 82 à 90, il y a des chercheurs de l'Université de Laval qui vont faire des recherches dans ces fameuses voûtes-là et qui vont trouver la dalle, le plancher sur lequel on faisait vieillir le malt. Ils vont retrouver dans les caniveaux de ce qui était probablement la sortie des eaux des traces de houblon. Et ils se disaient, OK, on est vraiment à l'endroit où il y avait de la bière. C'est probablement la bière que faisait Jean Talon. Et ils vont réussir à trouver ce qui est une levure. Parce que la levure, c'est un peu comme dans Jurassic Park. Hein? C'est quelque chose qui tombe endormi puis qu'on peut réveiller un moment donné. Eh bien, Mario Daire, qui est un biérologue, le biérologue le plus connu au Québec, va lancer en 2010 l'idée de dire, pourrait-on créer une bière typiquement québécoise? Bien, parce que les Allemands, dépendamment des villes, ont des bières typiques à eux. Les Anglais, c'est la même chose. Les Américains venaient d'inventer les American IPA. Mais nous, au Québec, alors qu'on faisait plein de bières, on n'a pas un produit typiquement québécois. Lui, il a dit, bien, on va combiner 2 choses. Comme j'ai accès par un ami à cette fameuse levure qui viendrait de la brasserie de Jean Talon, est-elle viable? Ah oui, les laboratoires nous disent qu'elle est viable, parfait. Eh bien, on va revenir à ce qui était l'origine, ce qui a sauvé le premier Français qui est arrivé ici, quartier, l'épinette, ou le sapin, ou le tuya. Et il a dit, on va créer Landale, qui est un jeu de mots avec Aneda, qui est l'arbre de vie, et la ale. Et il a dit, j'ouvre un projet, tous les brasseurs du Québec qui veulent embarquer peuvent faire une bière qui pourrait devenir une bière typiquement québécoise avec 2 choses. Elle peut être ce que vous voulez dans la couleur, elle peut être ce que vous voulez dans le taux d'alcool.
il y a 2 éléments que vous devez absolument respecter. Elle doit être brassée avec du sapin baumier et la fameuse souche de levure à laquelle on va vous donner accès. Et à partir de 2011, on va voir apparaître dans les festivals quelques essais. En 2012, le projet va être lancé. J'ai eu la chance de goûter à une dizaine de bières différentes qui t'as été s'appelaient... déçu autant que moi. Oh non! Ben, oui. Et c'est probablement ce qui fait que le projet est mort. Dans le fait, l'idée était bonne, mais c'était très, très, très large. Il y avait de la brune, il y avait de la blonde, il y avait du 2 % d'alcool, il y avait du 11 % d'alcool. On ne savait jamais trop ce qui était pour arriver. Et surtout, on n'est pas des colons canadiens. L'épinette, c'est correct, là, une fois par année. C'est ça. Donc, c'était un peu déconcertant. Puis le projet est tombé, puis Ann Dale est morte. L'idée, par contre, on est tous des fans d'histoire ici, là, l'idée d'avoir la vraie levure, la base de levure qui a servi il y a 300 quelques années, c'est assez incroyable. Juste de l'avoir retrouvé, d'ailleurs, c'est extraordinaire. Bien sûr. Cela dit, suite aux premiers essais, il y a plein de trucs qui ont été écrits. Pas suite aux premiers essais, mais par la suite, il y a plein d'affaires qui ont été écrites. Puis j'ai entendu certaines personnes émettre une hypothèse ou certains doutes. Est-ce que c'était la levure de Jean Talon ou n'était-ce pas la levure de Boswell? Parce que les tonneaux, à l'époque, c'est des tonneaux de bois. Ouais. Donc, le bois-vie, la bière peut très bien être sortie d'un tonneau de bière anglaise et non pas la levure qui était la levure utilisée par Jean Talon. Donc, peut-être n'était-ce pas la levure de Jean Talon, mais qu'à cela ne tienne, au niveau historique, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment incroyable. Dans les, là, on est environ dans les années 1800 quand on se parle. Est-ce que la bière va continuer de prendre de l'expansion? Est-ce qu'on va importer de la bière? Parce qu'on sait qu'il y a énormément de pays producteurs de bière. Est-ce qu'on va s'inspirer un peu d'ailleurs? Est-ce qu'on va consommer la bière d'ailleurs? Ou on va essayer de se limiter à l'achat local, finalement? 1760, les Anglais arrivent. 1763, c'est le traité comment il l'appelle? La proclamation royale ou le traité de Paris. En 1763, on devient vraiment des citoyens britanniques. Là. Et là, les Anglais disent, OK, on est chez nous, on prend possession du territoire, on peut faire ce qu'on fait. Qui dit Angleterre dit consommation importante de bière et dit savoir-faire. Les Anglais ont des vraies grandes brasseries et ils savent exactement ce qu'ils veulent boire. Donc, avec l'arrivée des Britanniques, va arriver le savoir-faire, une demande importante pour de la bière. Malheureusement, ils n'ont pas de vin. Donc, leur alcool de tous les jours, c'est de la bière. Et tranquillement, les brasseries vont se mettre en place avec les Britanniques. La plus vieille brasserie encore en opération d'Amérique du Nord, 1786, c'est Molson. Mm-hmm. Alors que les Américains disent... Juste pour être sûr qu'on a bien compris, peux-tu répéter l'année? 1786. Les Américains, si vous allez aux États-Unis, vont dire « The oldest brewery in America, Yuengling ». Ouais. Qui est à Philadelphie. Ouais. Là, je leur disais, moi, je suis allé à 2-3 reprises, je disais, in the States. But because in America, c'est Québec. Ouais. C'est pas Québec, c'est Montréal. 1786. Alors, 1786, Molson va arriver. Et après ça, il va en avoir d'autres. John Sleeman, un immigrant qui venait de Cornwall en Angleterre, va s'en aller du côté de St. David's en Ontario, puis va partir la brasserie Sleeman. Après ça, Labatt en 1847, O'Keeffe, un Britannique. Donc, les Britanniques, Irlandais, Écossais, Anglais vont tranquillement ouvrir des brasseries pour faire de la bière, vendre de la bière à des gens qui veulent de la bière, les Anglais. Va arriver avec ça, l'industrialisation. Qui dit industrialisation dit machine à vapeur. Qui dit machine à vapeur dit grande production. On peut en faire plus pour plus de monde. Va arriver également les moteurs, les capacités de distribuer rapidement beaucoup de bière. Donc, en même temps qu'on a des gens qui savent faire, on a des gens qui en veulent, apparaissent des technologies qui nous permettent d'en faire de plus en plus et des moyens qui nous disent non seulement j'en fais beaucoup, mais je peux la livrer. Et c'est vraiment comme ça que, on va se mettre à boire de la bière pour vrai. Combiné à ça, l'arrivée du verre. La bière va commencer à être embouteillée à la fin des années 1800. À la fin du 19e, on n'est plus obligé d'aller dans un débit de boisson pour consommer de la bière ou acheter un tonneau. Ouais. T'en as en tabarouette d'acheter un tonneau là, quand c'est tout seul à la maison. Ouais, c'est ça. Que la bonne femme n'a pas le droit de boire. En plus. Dans le fait, les femmes buvaient, même à l'époque de la Nouvelle-France, les femmes boivent, mais ils boivent
en privé, ils boivent en famille, ils boivent à la maison, ils boivent la même chose que les hommes, mais ils ne vont pas dans des débits de boissons pour le faire. Ben, la bière en bouteille va permettre ça, parce qu'à l'époque, elle ne peut pas boire de bière à la maison. Puis elle n'a pas le droit d'aller ni au cabaret, ni à l'auberge. Par contre, quand les Anglais vont arriver, ben, ils vont voir les tavernes. Encore le même problème, il n'y a pas de bouteille. Mais quand la bouteille va arriver, ah ben là, on va pouvoir en ramener à la maison, puis là, tout le monde va pouvoir boire de la bière. Donc, c'est vraiment une combinaison de tous ces éléments-là. C'est une conjoncture qui fait qu'on va se mettre à boire beaucoup de bière. Et puis là, ben, je te ramène je vais t'amener un petit peu, mettons, d'un 60 ans, 70 ans plus tard, ben, la réfrigération va arriver domestique. Ah ben là, en plus, on va avoir de la bière froide à la maison. Ouais. Fait que là, on va en boire beaucoup. Là, le luxe. Oui, puis là, tu parlais des familles Molson, O'Keeffe, Sleeman et tout ça. À ce moment-là, bon, on est fin 1800-ish. Est-ce que la recette de la bière ressemble un peu plus à la recette actuelle ou on est encore un peu dans une version un peu plus douce et édulcorée? Très intéressant. On dit que la bière a été pour les Britanniques ce que la NASA a été pour les Américains. Le moteur des développements importants de la modernité. Rien de moins. C'est à travers la bière que les Anglais, c'est pour la bière que les Anglais vont mettre de l'avant beaucoup d'innovations. La vapeur va être rapidement utilisée pour les brasseries. Les trains vont être souvent... l'idée de départ, c'est comment je vais pouvoir amener plus de bière plus loin, plus vite. Mm-hmm. Les premiers systèmes de réfrigération, c'est pour des chambres froides pour conserver la bière. Il y a plein d'innovations du 19e siècle qui sont arrivées pour la bière. Incroyable. Je recule un petit peu. On s'en va fin 18e, 1770. Les Anglais arrivent en 1760. La bière qui révolutionne le milieu brassicole. C'est la première fois où les Anglais ont des bières qui vont faire avec des recettes en essayant de tous refaire la même chose. C'est le porter. Le porteur anglais, le porteur qui vient de Londres, va devenir le moteur du développement de l'industrie brassicole. C'était le style de bière le plus consommé. Alors qu'au départ, les porters étaient des bières pour les pauvres, c'est-à-dire ceux qui remplissaient et vidaient les cales de bateau au port. Les porteurs, eh bien, il n'y avait pas un sou. Ils arrivaient au pub, on leur vendait ce qui restait dans des fonds de tonneaux, de dizaines de milliers de litres de bière surie, de bière oxydée. On mélangeait tout ça ensemble pour une fraction du prix, on leur vendait ça. Bien, ce genre de bière-là est devenu la patente la plus flyée que tout le monde voulait boire. Pourquoi? Parce qu'ils ont amélioré les recettes, parce qu'ils ont dit on va en faire une vraie façon de procéder. Quand les premiers Britanniques arrivent, c'est surtout les porters qui vont boire, parce que c'est la bière à la mode. Mais reste la bière de consommation facile. Les mild, qui sont des bières à 2,5. Tu as les bières un peu plus douces, tu as les bières de table. Et c'est ce que les gens vont boire à la maison et ils vont aller dans les bars, pas les bars, mais les tavernes pour boire des bières un peu plus fortes, c'est-à-dire les porters. Et puis là, on n'est pas dans l'Imperial Porter à 9%. Là. On est dans des trucs qui sont à 4-5% d'alcool. Mais quand même un goût assez... c'est assez soutenu. Là. Oui, on est dans du grillé, on est dans du torréfié, quoique les porteurs sont souvent un peu plus doux que les stouts, qui sont les descendants des porters. Mais pour en venir à ce que tu disais, donc, oui, les bières vont changer. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'Angleterre. On boit des bières anglaises. En même temps, on est en 1842, arrive du côté de la République tchèque la lager moderne. Et en 1842, dans la ville de Pilsen, en République tchèque, va arriver la bière de Pilsen, la Pilsner. Ouais. Et tranquillement, qu'est-ce qu'elle a de spécial, la Pilsner? C'est une lager, alors que les Anglais font de la ale. C'est une lager blonde, alors que je viens de te dire que les Anglais boivent de la bière foncée. Oui. C'est une lager, c'est très pétillant, alors que les bières anglaises sont presque plates. Non pas sans intérêt, mais flat en français. C'est ça. Alors, je pars de flat, foncé, sucré à léger, pétillant et blond et désaltérant. Tranquillement, ce sera le règne des lagers. Donc, pendant tout du milieu du 19e, 1842, jusque dans les années 80, on est en 1980, pendant près de 170 ans, les lagers vont monter en popularité, au détriment des ales anglaises. Donc, on va boire de moins en moins de ale blonde, c'est-à-dire on va lâcher les porters et les stouts, on va lâcher tranquillement les bières brunes, on va tranquillement lâcher même les bitters, qui étaient la bière de table des Anglais, au profit de quoi?
des lagers blondes. Donc, si on recule dans le temps, Molson ne fait que de la ale. Labatt ne fait que de la ale. Tous les Anglais... C'est dur à croire, hein, C'est incroyable. Et donc, on va se mettre à goûter d'autres choses pour la modernité. La bière ne devient plus juste quelque chose qu'on boit par habitude puis pour se sustenter comme de la nourriture, mais va vraiment devenir quelque chose de désaltérant. Combiné à ça la modernité, combiné à ça la réfrigération, tabarouette, une blonde fraîche, pétillante, froide. My God. Versus une ale flat tablette. Je veux dire, c'est encore une fois une conjoncture qui fait que les lagers sont devenus populaires. Et tranquillement, ce qu'on va voir, chaque brasserie anglaise va avoir une lager. Donc, O'Keeffe a été la première lager brassée au Canada. L'année d'après, Sleeman sort une lager, la Sleeman Silver Creek. Puis après ça, Molson, beaucoup, 30-40 ans plus tard, va sortir une première lager. Il y avait la Black Horse, qui était faite par la brasserie Dow à la Chine, qui va sortir, j'ai oublié son nom, mais leur première lager. Et savez-vous ce qui est arrivé à chaque fois? La lager a pris la place à l'intérieur de la même brasserie. De quoi? De celle qui était le porte-étendard de cette fameuse brasserie-là. Donc, tranquillement, les brasseries vont dire « OK, quand ça goûte moins, le monde en veut plus, ben c'est ça qu'on va faire. Combiné à ça à partir du début du 20e siècle, les brasseries deviennent tellement grosses que comment tu peux croître quand tu es trop gros? Achète ton compétiteur. Donc, on va commencer à voir arriver des brasseries grosses qui achètent les plus petits et on commence à avoir de moins en moins de joueurs et régionaux et même à l'intérieur, dans les villes régionales et même provinciales. Et ça nous mène au Québec en 1980, qui a 3 brasseries. Alors qu'au début des années 1900, il y en avait 4 ou 5, il y en avait plus de 30 à travers le Québec. Et on s'est ramassé en 80 qu'il y en avait 3. Molson, Labatt, O'Keeffe, qui ne font plus de bière foncée parce que les gens ne veulent pas, qui font essentiellement des bières blondes qui sont insipides. Et puis, on a pensé que la bière devait être blonde et insipide. Et on est au milieu des années 80. Et qu'est-ce qui arrivera à ce moment-là? Ah, c'est là que tout a changé. Les microbrasseries sont arrivées. Eux autres, ils ont foutu le bordel. Hein? Puis ils ont foutu le bordel et personne prenait ça au sérieux. Là. Je veux dire, les 2-3 premières microbrasseries, c'était drôle, c'était sympathique là, du point de vue des grosses brasseries. Mais c'est drôle que tu dis. J'ai déjà eu accès à des chiffres parce que j'ai travaillé pour des gros brasseurs, à un moment donné, Sleeman pour ne pas le nommer, et j'ai eu accès à des trucs. Quand le phénomène des microbrasseries arrive, on est de mémoire en 94, Molson, Labatt, O'Keeffe le savaient que ça s'en venait parce que c'était parti 10-15 ans avant aux États-Unis. Dans leur pire des scénarios, 10 ans plus tard, il y aurait 4% des ventes qui seraient de la bière de spécialité de microbrasserie. C'était quand même beaucoup, 4%, parce qu'à l'époque, chaque année, Molson sortait une nouvelle bière avec une publicité, puis Labatt avait une nouvelle bière avec une nouvelle publicité. Ça durait l'espace d'un été juste pour aller chercher 1% d'espace. Ouais. On parle de 4% au micro. 10 ans plus tard, ils se sont ramassés avec un fichu problème. Les micros étaient rendus à 7% des ventes. Wow, quand même! Oh. Et là, a commencé quoi? Les gros brasseurs ont commencé à avoir des stratégies de sortir des produits pour compétitionner. C'est là que Molson est arrivé avec la Rickards. Oui. C'est là que Labatt est arrivé avec la Alexander Keith. Mm-hmm. C'est là où ils ont dit, OK, le monde veut d'autres choses, veut de la couleur, un petit peu d'exotisme, on va leur sortir différents produits. Donc, les gros brasseurs ont commencé à adapter leur stratégie parce que les micros n'arrêtaient pas de monter. Pourquoi? Parce qu'ils offraient de la nouveauté. Et dans le fait, les micros n'ont rien inventé. Ils ont ramené ce qu'était la bière 50, 100, 200 ans avant, mais avec des procédés, des savoir-faire, des technologies qui faisaient que la bière était vraiment bonne. C'est les jeunes qui ont commencé à boire ça pour faire différent de leurs parents. Donc, regardez toutes les premières microbrasseries que vous avez visitées, là, ils sont tous à 2 pâtés de maison d'un cégep ou d'une université. Effectivement. Mais c'est toujours la même chose. La première au Québec, c'est le Lion d'Or à Lennoxville. Ouais. C'est l'université Bishop est à côté. Bishop, puis tu as le Champlain College juste à côté. On est là. Après ça, à Montréal, le Cheval Blanc, Simonac. T'es drette entre
l'UQAM puis le Cégep du Vieux-Montréal. Je veux dire, c'est tout le temps la même affaire. Donc, c'est par les jeunes qui veulent faire différent de leurs vieux, qui n'ont pas d'habitude de consommation nécessairement, que les microbrasseries vont arriver. Ben, c'est nous autres qui sommes ici aujourd'hui à l'entour de la table. C'est vraiment nous qui avons amené cette nouvelle façon de consommer. Et c'est comme ça que les microbrasseries ont pris l'essor pour arriver aujourd'hui, en 2025, à avoir à peu près 315 microbrasseries partout à travers le Québec. Et je ne l'ai jamais dit, mais c'est devenu les nouveaux perrons d'église. Ben oui, tout à fait. Puis je me projette, là, j'imagine, est-ce qu'on pourrait revenir un peu dans cette compétition-là que... Je sais que l'idée d'une microbrasserie, ça le dit, c'est de garder ça petit, mais en ayant autant de choix, est-ce qu'on se tire un peu dans le pied en ayant trop de choix puis qu'ils vont vouloir peut-être s'acheter entre eux, un peu comme les grandes compagnies ont fait? C'est déjà commencé. Ah oui! J'ai commencé un marché saturé qui voit apparaître depuis 2-3 ans des fusions de brasseries. À Québec, on vient d'avoir l'Inox, qui est sinon la plus vieille microbrasserie de Québec, qui s'est associée avec de mémoire Brasseur Général. On a, il y a quelques années, La Gabière de Saint-Jean qui s'est associée avec Overhop et la gang de Rouyn-Noranda. Je le sors comme ça vite fait, là, mais Trèfle Noir. Donc, c'est déjà commencé. Ou d'autres qui vont fermer parce que l'espace est un peu limité. Mm-hmm. Si on parle de distribution de canettes dans les dépanneurs et les épiceries, on est à pleine saturation. Si on parle d'un lieu précis dans un village ou une ville où on peut s'asseoir, bien manger, bien boire, dans une ambiance intéressante, avec un service de qualité, il pourrait en avoir 8 par village. Oui, c'est ça. Tout à fait d'accord. Donc, si on reste dans l'esprit micro, petit, local, frais, fait maison, je veux dire, il pourrait avoir autant de microbrasseries que de bars et de restaurants sur une rue. Mais si on parle d'une distribution à grande échelle, avec tout ce que ça implique en mise en marché, en salaire, en distribution, on est à saturation. Donc, oui, il y a de l'avenir pour la micro, mais elle ne sera pas ce qu'elle était. Elle a déjà commencé à changer vers d'autres choses. Et de toute façon, la bière n'est plus consommée comme elle était. On le voit partout en Occident. La consommation d'alcool diminue. La bière diminue de façon importante. Les jeunes boivent moins d'alcool et boivent surtout moins de bière. Ils consomment d'autres types d'alcool. Donc, on s'en va vers les spritz, on s'en va vers les... Donc, les brasseurs, dans le fait, tout ça est fait avec des bases de céréales de toute façon. Donc, on voit que la bière tente à changer aussi. Donc, on aurait eu la bière à l'époque de la Nouvelle-France. On aurait eu la bière à l'époque du règne britannique. Puis là, on a la bière à l'époque de la mondialisation. On va te réinviter dans 15 ans à notre 16e saison pour savoir où on est rendu où, puis est-ce que ça a changé depuis. Alors, Sylvain Bouchard, sommelier en bière, Cicérone et personnalité influente du milieu brassicole, un immense merci pour cette entrevue. C'était extrêmement intéressant, puis je pense qu'on aurait pu en parler 3-4 heures de plus. Merci, monsieur. Et juste te demander, as-tu eu le goût d'en boire pendant que je te parlais de bière? Bien sûr, toujours. Oui, parce que c'est pas un buveur de bière. Nous autres, moi, je tiens à dire aux gens qui nous écoutent que nous, on a pris un petit... D'ailleurs, t'es dû pour un petit refill, gars. Merci. Ah, je l'avais pas vu, merci. Un petit Scotch Ale. Alors, merci à tous. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté cet épisode hors série. On vous revient bientôt à Passer décomposé. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé décomposé.